Bonjour à tous, nous sommes le mardi 7 juillet et il y a eu deux gros matchs absolument exceptionnels que je suis pressé de vous débriefer. Le premier, c'est le match entre la Belgique et les États-Unis. Une victoire belge, une très large victoire belge qui fait plaisir. Et si vous avez vu la vidéo Naïs hier où je revenais sur la corruption de la FIFA, les liens avec Donald Trump, eh bien vous vous doutez que j'étais à fond derrière les Belges. De toute façon, j'ai toujours de la sympathie pour la Belgique, mais là c'était renforcé. Et puis on reviendra sur la rencontre que j'attendais comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma, le clash entre le Portugal et l'Espagne. J'attendais ça comme un gros match. Bon, je vais pas y aller par quatre chemins, j'ai été déçu, mais ça reste quand même intéressant à analyser. Ensuite, nous parlerons un petit peu de football de club avec Lee Kang-in qui part du Paris Saint-Germain, avec Tolisso qui reste plus que jamais un Lyonnais, et puis avec Trossard, un des héros de la Belgique, qui voit son destin se dessiner petit à petit vers une autre destination. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Un Portugal moribond avec un Cristiano Ronaldo hors d'âge et un sélectionneur tout simplement incompétent, une Espagne qui était peut-être un peu plus triste qu'à l'habitude, un Lamine Yamal qui peine à répondre aux autres stars et qui semble pas au top de sa forme physique. J'attendais énormément ce Portugal-Espagne, mais je considère que c'était clairement pas le match de l'année. Victoire espagnole décrochée dans le temps additionnel, victoire méritée, victoire logique, mais finalement une victoire relativement sans éclat. Voici les compos qui étaient alignés. J'avais des doutes sur la forme de Rodri, j'ai envie de dire pardon monsieur le Ballon d'Or, sans doute le meilleur du match, il a contrôlé la rencontre avec une sérénité absolument déconcertante. J'étais à côté de la plaque en ayant des doutes sur lui, je le dis avec la plus grande humilité. Il faut également souligner le match de Dani Olmo qui a été un des rares à permettre à l'Espagne de créer des décalages et avoir quelques occasions. Alors certes on a eu un Yamal qui a fait passer 2-3 dribbles, mais au bout d'un moment Lamine Yamal c'est un monstre. Moi j'ai des attentes donc monstrueuses avec lui, et là on sent qu'il n'est pas pleinement remis et qu'il n'est pas à 100% de sa forme. Mais il n'y avait pas besoin de plus pour éliminer ce Portugal qui définitivement est une équipe qui est capable de sortir n'importe qui, mais capable aussi de sortir contre n'importe qui. Et l'Espagne, c'est une équipe contre qui généralement tu te fais relativement vite sanctionner. Alors ici la sanction n'est pas venue vite, mais au bout d'un moment, Cristiano Ronaldo, c'est une légende du football. Je le respecte énormément et franchement, c'est un monstre sacré de ce sport. Mais là, il est temps de raccrocher les crampons et d'arrêter d'être titulaire avec la sélection portugaise. C'est un boulet pour l'équipe. Et que dire de Roberto Martinez qui est désormais annoncé comme libre. Si vous avez envie d'un mauvais entraîneur, vous pouvez le recruter pour votre club. Il a jamais su mettre en place un jeu efficace avec le Portugal. Alors certes, au cours de cette rencontre, la défense était plutôt carrée. Même le double pivot parisien était un petit peu au-dessus de ce qu'ils avaient montré au cours des précédentes rencontres. Mais offensivement, c'était le néant absolu. Donc cette Espagne arrive à s'en tirer sans coup d'éclat dans un match où tu sentais un petit peu l'arnaque venir. Moi, je m'attendais vraiment à un but de Cristiano Ronaldo à la 89e sur une action de raccro, mais ça n'est pas arrivé. Le seul but, finalement, il a été fait très tardivement et il a été plutôt en respect avec la dynamique de la rencontre, puisque les Espagnols ont tout de même plus de buts attendus, plus de tirs, mais c'était assez peu spectaculaire. Et désormais l'Espagne affrontera donc la Belgique. Une nouvelle fois ils seront favoris, une nouvelle fois ils devront se méfier, et puis le grand vainqueur sera en demi face soit au Maroc, soit face à la France. Bravo aux Belges qui humilient complètement Donald Trump et sa corruption avec la FIFA. Alors de manière générale, je dois vous avouer que moi je suis français, je suis évidemment pour l'équipe de France, mais la Belgique ça a été toujours ma deuxième nation de cœur. Mon pays a un petit peu de repli. J'étais dévasté de voir les chambrages entre Français et Belges se faire au cours de ces dernières années, mais là j'ai l'impression que ça a réconcilié tous les amateurs de football. Tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait que la Belgique l'emporte, et ils l'ont fait d'une bien belle manière face aux États-Unis. La présence de Balogun, qui n'aurait pas dû être là, n'a absolument rien changé à ça. C'est un 4-1 des familles. Voici les compos qui étaient alignés. Bon, la mauvaise nouvelle d'abord, Onana qui sort rapidement, blessé, remplacé par Van Aken. Ce dernier très bon, comme tout le double pivot belge. Ressort également Trossard, passeur décisif, mais surtout décatellaire, double buteur et aussi passeur très remuant, dur à cadrer pour les États-Uniens. Et du côté des USA, j'ai été très déçu du match de Pulisic, qui est censé être un joueur d'une certaine classe mondiale et qui ici n'a pas été au niveau escompté. Et sinon, la sélection états-unienne
a fait un match qui est un peu en trompe-l'œil. Quand on voit le score, on peut penser qu'ils se sont fait massacrer, c'est le cas, mais ils n'ont pas sorti une rencontre si mauvaise que ça. Il y a eu deux grands problèmes. Le premier, c'est le fait que c'était une équipe dominante athlétiquement, ce qui amenait d'ailleurs quelques interrogations chez certains depuis le début de cette Coupe du Monde. Sauf que là, la Belgique a été extrêmement agressive au pressing et a pris les États-Unis à son propre jeu. Et le deuxième sujet, c'est que les États-Unis, ils ont 3 des 4 buts qu'ils prennent qui viennent d'erreurs individuelles absolument grossières. Alors ça fait partie du jeu, c'est les faiblesses d'une équipe que de ne pas avoir de joueurs suffisamment constants pour pas avoir de saute de concentration, mais c'est pas tant qu'ils se sont fait massacrer dans le cours du jeu que ils ont fait des énormes erreurs qui ont été sanctionnées cash par les Belges. Sur les statistiques de la rencontre, on a une possession états-unienne, mais des buts entendus très largement en la faveur de la Belgique. Au final, je suis un peu dégoûté de me dire que les États-Unis font une belle Coupe du Monde, mais on aura tous oublié ça. La seule chose qu'on va retenir de ces États-Unis, c'est pas ce qui a été mis en place par Pochettino, c'est l'ignoble mouvement de Donald Trump avec la FIFA pour autoriser Balogun à être sur le terrain alors qu'il n'avait rien à faire là. Ça gâche un petit peu le souvenir du parcours, mais que voulez-vous ? J'ai juste une chose à dire, merci et félicitations aux Belges. Adieu Lee Canning au Paris Saint-Germain, ça traînait dans les cartons depuis déjà pas mal de temps cette rumeur, mais on a désormais tout, des médias qui confirment ça, la destination et surtout le montant du transfert. On parle donc d'un départ pour l'Atlético Madrid, un club vraiment intéressant, je suis content pour le Sud-Coréen, et un transfert qui est évalué à 40 millions d'euros, bonus compris. C'est assez intéressant puisque finalement la valorisation officielle de Lee Canning elle est seulement à 28 millions d'euros. Le PSG fera une plus-value quoi qu'il arrive. Il avait été acheté 22 millions d'euros et je trouve que c'est pas non plus une mauvaise affaire pour Atlético Madrid que de l'acheter à ce prix-là. C'est un joueur qui a que 25 ans donc qui a de nombreuses années devant lui, qui peut encore progresser. Il est polyvalent et du côté du Paris Saint-Germain, j'ose le dire, je trouve même qu'il a été bon durant toute une partie de son passage. Il n'avait pas le niveau pour être titulaire, mais il faut regarder la gueule de la concurrence que tu as à Paris. C'est vraiment très très difficile à passer, mais c'est un joueur qui a rendu des services avec régularité, et je pense qu'avec le temps, on verra son passage de plus en plus positivement. Je souhaite donc le meilleur. L'Atlético, c'est une très belle destination. Pour les Colchoneros, c'est une très belle recrue. C'est également une belle vente pour le Paris Saint-Germain, donc franchement, tout le monde est content dans ce dossier. Alors amis lyonnais, est-ce que vous êtes heureux ? Corentin Tolisso est revenu en 2022 dans son club formateur et il devrait rester encore quelques années puisqu'il a officiellement prolongé de 2 ans, ce qui fait courir son contrat jusqu'en 2029 et cerise sur le gâteau, il y a une réduction de salaire qui accompagne tout ça parce que Tolisso, oui, il est énorme. Qu'on soit clair, sur cette saison de Ligue 1, c'est un joueur de référence non seulement pour Lyon, mais pour tout le championnat français. C'est un des meilleurs milieux de terrain français. Il est ultra complet, que ce soit athlétiquement, mais également dans tous les domaines techniques. Mais malgré tout, tu pouvais pas le prolonger à n'importe quel prix parce que oui, c'est un joueur exceptionnel, mais les finances de l'Olympique Lyonnais, elles sont pas extensibles. Là, tu arrives à trouver une solution et je trouve ça juste trop cool parce que Tolisso, il va bientôt avoir 32 ans, mais il est très très loin d'être cramé. Il apparaît même comme étant plus solide aujourd'hui étant trentenaire qu'à l'époque où il avait 25 ans, ce qui est un comble. Et d'ailleurs, ça m'a amené une petite réflexion. J'ai bugué en me disant que Tolisso, il va jouer la saison prochaine plus de matchs depuis son retour à l'Olympique Lyonnais qu'avant son départ au Bayern Munich. Avant le départ au Bayern Munich, il avait joué 160 matchs professionnels avec l'OL. Désormais, il est à 149. Donc comme je vous le disais, il va passer le cap la saison prochaine. Je suis très heureux en tout cas de voir cette histoire se poursuivre parce que Tolisso, c'est un excellent joueur, mais c'est aussi un symbole pour les Lyonnais. C'est aussi un joueur qui a une grosse cote de popularité. Donc franchement, c'est cool. Auteur d'une très grosse Coupe du Monde avec la Belgique, Trossard arrive en plus à la fin de son contrat avec Arsenal, enfin il lui reste une petite année, l'occasion de faire une grosse prolongation, d'aller dans un club extrêmement prestigieux. Oui et non, puisqu'on l'annonce bel et bien partant, mais du côté du Beşiktaş, qui est un club intéressant, mais qui est tout de même pas au niveau d'Arsenal où il évolue jusqu'à présent. Alors Trossard, c'est un joueur que j'apprécie plutôt, mais il faut savoir où placer le curseur des attentes. Du côté des Gunners, je le considère comme un super sub. Alors cette saison, il a beaucoup joué, comme la saison passée d'ailleurs, mais c'est un joueur qui finalement a été assez limite pour être un titulaire indiscutable du côté d'Arsenal. Je pense pas lui manquer de respect en
disant qu'il n'avait pas tout à fait ce qu'il faut pour monter cette marche de façon incontestable. Reste qu'il était titulaire durant la majorité des matchs en Champions League, 8 des 11, et que finalement, Trossard, ça reste un joueur de grande qualité. Il est évalué aujourd'hui officiellement à 18 millions d'euros, et justement le Beşiktaş poserait sur lui 18 millions d'euros, plus 2 millions d'euros de bonus potentiel, à croire qu'ils ont pris Transfermarkt comme référence. En tout cas, il a 31 ans, il est donc à une année de la fin de son contrat, ça fait plutôt sens. Alors du côté de Trossard, je suis assez étonné, parce que je l'imaginais dans un club avec un plus haut standing, mais finalement le Beşiktaş, on sait que ça paye bien, que le championnat turc offre souvent des salaires intéressants, mais en même temps ça te permet de rester dans un football peut-être un peu plus compétitif que la Saudi Pro League ou la MLS, du moins un football qui va participer aux Coupes d'Europe, et c'est également un football où tu as un pays, tu as un engouement qui fait qu'il y a un peu moins le côté retraite et je sors totalement du sport passion. En tout cas, on verra si ça se conclut, mais il arrivera probablement auréolé d'une très grosse Coupe du Monde. Terminé pour le journal du jour, comme hier, j'ai pas encore tranché le sujet que j'allais évoquer, ce sera pas un sujet aussi entre guillemets original qu'un sujet purement politique comme ce que je vous ai fait sur Trump et la FIFA. Ça me tenait à cœur quand même de vous le faire, c'est un truc où je savais pas exactement comment l'articuler, mais au fur et à mesure de la journée, je m'étais dit vas-y, de toute façon il y a des messages qui sont importants à faire passer, je pense celui-ci était clairement en haut de la pile selon moi. Cet après-midi, on sera sur un truc footballistique un peu plus classique. Je vous donne rendez-vous aux alentours de 17h, qui fait bien votre journée. Salut!